Bonjour et bienvenue dans l'épisode 75 de Faites entrer le film. Salut Kev. Salut Olive. Comment il va? Ça va, et toi? Ça va. Oh, j'ai fait une Kev, t'as vu? J'ai fait ça va. Ça va très bien. Je suis très excité par ce qui se prépare sur notre autre chaîne. Mais pas de promo aujourd'hui. Mais le lien sera dans la description. Mais voilà, à m'en réveiller la nuit tellement ça m'obsède. Pas de promo agressive, surtout. C'est vrai. C'est vrai. Allez vous abonner. T'as passé une bonne semaine? Ouais, ça va. Et toi? Oui, ça va. J'avais beaucoup de boulot parce qu'il fallait que je prenne de l'avance pour les vidéos de l'autre chaîne, du coup. Mais ce qui fait que j'ai monté 2 vidéos longues cette semaine. Donc ça couvre 3 semaines là. On a 3 semaines de vidéos d'avance. Ce qui est plutôt cool. C'était marrant à faire en plus. Allez voir le résultat sur notre autre chaîne. Merci, j'attendais. Ok, ne tergiversons pas plus longtemps. Doudou, de quel film allons-nous parler aujourd'hui? J'ai oublié qu'il fallait écrire un pitch. Je m'en suis rendu compte au moment où t'as lancé. Donc aujourd'hui nous allons suivre les aventures de l'Indiana Jones du pauvre, accompagné d'une blonde assez intelligente, d'un sidekick pas très rigolo et de Sean Bean qui meurt pas. Bienvenue dans Benjamin Gates. Ah, l'impro c'est ton dada, hein, vraiment. Il se passe quelque chose. Hein. Voilà, il n'y a rien qui sort. Moi je trouve que depuis que Vivien est parti, c'est n'importe quoi hein, cette chaîne. Ça devient. C'est ni fait ni à faire. Ouais, c'est parce qu'on a perdu tout le côté expertise, c'est pour ça. Très bien, donc Benjamin Gates et le trésor des Templiers, un film réalisé par John Turteltaub. On va évacuer certains jeux de mots ou c'est Turteltaub. Voilà, donc ça c'est fait. Avec en tête d'affiche Nicolas Cage, Diane Kruger, Justin Bartha, Sean Bean du coup et John Vogue. C'est un film qui a une durée de 131 minutes, qui a un budget de 100 millions et qui en a rapporté 348 millions, 347 millions et quelques pour être précis. Et quelques, le précis, tu vois à quel point c'est précis. Et des bananes. Et des bananes, exactement. Donc c'est dire que c'est une réussite commerciale parce qu'on s'emmerde pas avec des films qui fonctionnent pas. Hein. Il a remporté un franc succès, y compris en France. Et le 3 serait en préparation. Alors le 3 est en préparation depuis 2007 et du coup ça s'est transformé en série qui sera diffusée normalement et produite pour 2023. Oui, mais ils sont en train de bosser sur un scénario avec Nicolas Cage pour 2024 d'après ce que j'ai compris aussi. Oh la vache, je pense que c'est un truc qui va s'appeler l'Arlésienne et qui ne sortira jamais. Ok, mais retour à Benjamin Gates et le secret des Templiers. Doudou, la première scène du film, s'il te plaît. La première scène, je m'en souviens plus. Putain la vache, je l'ai vu il y a genre 20 minutes. Et non, ça commence par une... Alors je sais plus si on voit Benjamin tout petit ou si c'est après. Ou si d'abord ça commence par le flashback avec une voix off qui dit que un des derniers signataires de la Constitution américaine doit aller voir quelqu'un pour lui apporter quelque chose. Il est dans une calèche, il est pas bien, il tousse, il fait... On sent que la mort est pour bientôt. Ah oui, c'est ça, il veut voir le président. Sauf que le président, il est pas là. Donc, à la place du président, il va parler à l'ancêtre des Gates pour lui donner un petit papier avec écrit dessus un truc. Ensuite, on retourne au présent du passé, parce qu'on n'est pas vraiment dans le présent, on est encore dans le passé, mais moins dans le passé que le début du passé. Où t'as Benjamin qui est tout petit, enfin qui est jeune, qui doit avoir une dizaine d'années, qui parle avec son grand-père, qui lui explique qu'il y a un trésor des Templiers caché quelque part. Ensuite, t'as le père de Benjamin qui fait arrête de raconter des conneries, c'est de la merde, nanana, on est fauchés, nanana. Et voilà. Et l'autre après il lui montre un. Et voilà, c'est comme ça que ça se finit. C'était incroyable. Nanana. Et après, donc, on arrive dans le présent du présent, oui. où Benjamin Gates est grand. Oui, où il est... c'est un adulte. Il est quelque part où il fait très froid. C'est ça, c'est un adulte irresponsable. Oui, très. Parlons un peu, tiens, d'ailleurs, de Benjamin Gates. Qui est-il? C'est quoi ce personnage? Parce que Est-ce que tu le trouves un peu arrogant ou pas du tout? Arrogant, je suis pas sûr que c'est le mot que j'emploierais. C'est l'archétype ultime du chasseur de trésors. Mais... le chasseur de trésors bien intentionné. Si vous connaissez, c'est... Enfin,
Indiana Jones, bah, ça y ressemble pas mal. Lara Croft de Tomb Raider, Nathan Drake de Uncharted, Uncharted, ouais. c'est vraiment, ils sont tous dans le même moule. Il y a des trucs qui vont les différencier, mais ils sont habités par la soif de savoir et de la recherche de trésors, pour de trucs abandonnés que personne ne croit, mais eux, ils s'en foutent. Ils veulent le faire. Ils veulent le faire, et pour le patrimoine Ouais, c'est aussi. ça. Et souvent, ces personnages-là sont accompagnés d'une intelligence extraordinaire, d'une, d'un sens de la déduction extraordinaire. Bon, lui, il a juste pas de capacité physique de fou, mais ils sont accompagnés. En fait, ils sont pas forcément. Enfin, intelligence, c'est genre un QI élevé, c'est pas la façon dont on va le truc, mais ils ont un sens de la déduction, ils ont un instinct, c'est des. Ça réfléchit très vite Ah et ouais, c'est très grosse connaissance en c'est histoire. Que ce ça. soit lui ou pas, le sidekick, pas du tout. Mais ça, la romance, hein, comment elle s'appelle, Diane Kruger, qui est la conservatrice d'un musée aux États-Unis. Ils connaissent très bien l'histoire des États-Unis, surtout l'histoire qui concerne vraiment comment dire, l'épisode de Benjamin Gate là. Et du coup, ça leur permet de réfléchir très très vite et de trouver des solutions sur des anagrammes, des choses comme ça, parce qu'ils vont vraiment aller. Tout le film est une course-poursuite aux péripéties, et les péripéties, le MacGuffin, en fait, c'est le trésor, et le MacGuffin se divise lui-même en plein de micro-MacGuffin pour aller d'indice en indice, si vous voulez. Et ils les trouvent toujours très facilement, surtout grâce à leur connaissance historique. Parce que par rapport au truc, à l'arrogance, bah, pas. Oui et non, parce qu'il a l'air quand même d'être quelqu'un de sympathique. Oui, tout à fait. En fait, il est énervant. Il peut être énervant. Moi, je le trouve pas arrogant, hein. C'est juste que, comme tu as dit, il réfléchit vite. Mais je trouve qu'il peut devenir très rapidement antipathique. Oui, mais ça, Et c'est c'est parce dans. que enfin, il est dans son monde, ça fait presque autiste, ce côté-là. C'est quand il va être dans ses phases de réflexion, il n'y a plus rien qui l'entoure. Et il est un poil aussi très condescendant, plus qu'arrogant. Un petit peu, oui, oui, un petit peu. Mais c'est vrai, je suis assez d'accord avec toi sur le fait que quand il réfléchit, quand il est sur une énigme, par exemple, on dirait un enfant presque. Et il n'y a plus rien qui peut l'atteindre. Il est vraiment dans son monde, il fait son truc. Et finalement, la voix de la raison, en fait, l'adulte de ce groupe de trois, le sidekick, Benjamin Gates, c'est Diane Kruger, c'est la conservatrice Qui du se musée. laisse quand même Qui a- très qui a- facilement embarquer dans leur histoire. Parce que tu sens qu'il y a une âme d'enfant presque qui Oui, sommeille en elle. Le fait d'un seul coup, le fait de voler la déclaration d'indépendance, parce que ça se situe là, hein, l'intrigue. Ils volent la déclaration d'indépendance puisque Benjamin Guette est persuadé que un indice l'ayant mené à ça, que au dos de cette déclaration, les pères fondateurs auraient laissé un message codé qui serait un indice pour trouver le trésor des Templiers, etc. Et donc au départ, elle, évidemment, quand le vol va avoir lieu, elle va vouloir préserver la déclaration d'indépendance. Mais du coup, et surtout ne pas faire de tests dessus, ils vont quand même réussir à la voler et faire des tests dessus très basiques en plus, hein, avec du jus de citron et un peu de chaleur. Et ça va faire apparaître un message. je m'y connais pas trop moi en papeterie, hein. Mais je suis pas sûr que mettre du jus de citron sur un truc vieux de 200 ans, ce soit quelque chose de très indiqué. Alors, je suis pas sûr de tout ce qui se passe dans le film en fait, hein. Il y a vraiment trop de choses qui, c'est trop gros. La suspension de la crédulité quand tu regardes ce genre de film, elle fait très bien son travail et vous serez porté par le film. Mais quand tu le regardes, comme là, je l'ai regardé pour les besoins de l'émission, en me disant bon, avec un œil un peu plus critique, pas juste l'œil du gamin comme moi qui aime bien. Ah, c'était le clocher. Comme les gars qui adorent ce genre de film, tu te dis, il y a quand même beaucoup de choses qui vont pas. Ouais, et ça vraiment, moi je l'ai vu quand il est sorti, et il est sorti en 2004, donc vraiment ça fait 20 ans presque. Et je pensais pas qu'il était aussi vieux le film. Donc j'avais 15 ans, et j'avais adoré, parce que c'est vraiment un truc que j'aime bien, moi, c'est ce genre d'histoire. Et là en le revoyant, je me dis, ah ouais, c'est gros, trop gros, trop gros, trop gros. C'est dommage. Mais on se laisse transporter, c'est vraiment un film familial.
Oui, 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 il remplit très très bien son rôle et il se laisse transporter. C'est moins punchy qu'un Indiana Jones, par exemple, où Indiana Jones va aller de péripétie en péripétie, visiter beaucoup plus de lieux exotiques dans Indiana Jones. Là, le premier Benjamin Gates se passe exclusivement aux États-Unis. Le deuxième aura un budget plus conséquent et ils vont voyager un peu plus. Il y aura des scènes d'action un peu plus dantesques, mais le premier se concentre vraiment sur les États-Unis. Et les seules grosses scènes d'action qu'il y a, c'est juste des courses-poursuites à pied, dans un En marché. même temps, aux États-Unis, c'est le berceau de l'humanité. Il y a tout qui est aux États-Unis. Ah non, je me suis trompé. Pardon. Non, Pardon, mais pardon, presque, hein, pardon. Ouais, presque, presque, parce que oui, parce que tout finit là-bas. parce qu'il s'en passe des choses, nom de Dieu. Bah, parlons de Sean Bean, qui est l'antagoniste du coup. L'antagoniste qui, au départ, est là et donne de l'argent à Benjamin Gates Ouais, parce qu'il croit en la découverte c'est du son trésor. sponsor, on va dire. C'est un peu son sponsor. On sait pas trop ce qu'il fait. Même Benjamin Gates sait pas trop ce que Sean Bean fait dans la vie. Il a juste de l'argent. Et au début du film, donc, il trouve un bateau en Arctique. Qu'est-ce qu'il fout là? Bon, bah, c'est parce qu'avant, il y avait de la mer, hein, tout simplement. Et à l'intérieur du bateau devait se trouver ce trésor. Finalement, Benjamin dit non, il y aura une fois qu'ils trouvent le bateau, qu'ils creusent, qu'ils vont dans la soute, etc., ils se rendent compte qu'il y aura juste un indice pour les mener peut-être à la suite de la chasse au trésor. Et Sean Bean lui explique que bon, bah tu sais, moi j'ai aussi magouillé des 3 bricoles, je suis pas un saint en fait. Et ça devient automatiquement l'antagoniste, puisqu'ils vont faire exploser le bateau, etc. Et ben j'ai de la sympathie pour Sean Bean. Ben oui, parce que tu sens qu'il, par moment, en fait, il est bizarre, il est ambigu comme personnage, que par moment, ils vont pas hésiter à faire usage de leurs armes au cours du film, et tu sens qu'ils sont sans scrupules ni trop de morale, et à d'autres moments, il y a des moments un peu, tu sais, de dude, vraiment, Benjamin Gates et lui, ils se retrouvent à des endroits pour faire un échange stratégique de trucs, et je sens qu'il y a une espèce de respect, en fait, finalement. Par moment, il y a du respect, par moment, c'est une enflure. Mais Il est ambigu. c'est la caricature ultime du méchant de film de trésor. Sauf qu'il tue pas, Ouais, c'est ça. il tue pas d'homme de main. Oui, voilà. Mais c'est bah lui, ce qui l'intéresse, c'est l'argent et je pense un peu la renommée aussi. Mais tu sens que tous ces trucs de trésor, il a des connaissances aussi. Moins que Gates, tu le sens. Mais voilà, il peut se débrouiller aussi sur les indices. Et donc c'est à la fois le méchant, mais aussi le rival de Gates. Mais je le trouve pas spécialement bien écrit, moi. Non, 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 mais c'est ça, le côté ambigu, c'est un peu ça. Je pense il a des petits soucis d'écriture, parce que par moments, il est un peu clean, et d'autres moments, beaucoup moins. Du coup, tu sais jamais trop comment le prendre. Mais Sean Bean, c'est un personnage, c'est quelqu'un qu'on aime bien. Même si ses tenues sont magiques, tu sens qu'il y a 20 ans d'écart. Ah oui, bah, tu sens que le film, il est ancré dans Parce son que son époque. C'est quelque costard chose qu'on trop dit, c'est grand quelque et chose qu'on dit tout, souvent, mais- bleu là. Oh là là, c'est magnifique. Ouais, c'est un peu à l'ancienne. Je suis d'accord. J'aimerais qu'on parle aussi d'Harvey Keitel qui joue le responsable d'enquête au FBI, qui est plutôt cool, tu vois, c'est plutôt cool de le revoir dans un film comme ça. C'est un personnage secondaire, on le voit très peu à l'écran, mais il est plein de compassion pour Benjamin Gates. Il comprend en fait, moi je trouve qu'il fait son travail d'enquêteur du FBI, qui bon bah on a volé la déclaration d'indépendance, on sait que c'est Benjamin Gates, ça va chier, tu vois, à un moment donné, il faut que quelqu'un aille en prison. Mais il fait preuve de beaucoup de compassion et au final, bon, ça va. À la fin, Mais ça va. il fait preuve d'énormément de compassion parce que lui sait ce que Benjamin Gates cherche Oui. et d'une certaine part, il veut aussi qu'il le trouve. Parce que plot twist final, Harvey Keitel était un franc-maçon. Et d'après le film, parce que des gros guillemets mon gars, parce que je pense que d'un point de vue valeur historique, on lui chie à la gueule. Les Templiers, à la fin, voilà, avec le trésor des Templiers, les Templiers, donc une fois la dissolution, et puis un peu plus que la dissolution des Le Templiers. fameux vendredi 13. Enfin, c'est toujours compliqué cette histoire de date. Parce que on sait plus si c'est l'arrestation ou le moment des barbecues. Mais à la fin des Templiers, les derniers Templiers qui restaient auraient créé les francs-maçons. Sauf que, historiquement parlant, c'est pas trop ça. Et donc les francs-maçons, ça fait... En fait, ce film, voilà ce que je veux dire, ce film repose sur des théories du complot. Complètement. C'est les francs-maçons régneraient sur le monde d'une certaine façon et ils te le disent pas directement mais ils te le font comprendre
que ça. Et moi, il y a un truc que je comprends pas, c'est que là, on parle du plus grand trésor de l'humanité, qui, même eux le disent, ne doit pas être pour un seul homme, ni même un roi, ni truc, parce que c'est vraiment trop gros. Et les pères fondateurs, enfin 9 des pères fondateurs, des 55 signataires de la Constitution, donc, dans le film, hein, tout ça je répète que le film, qui étaient donc francs-maçons, auraient laissé des indices un peu partout pour que les gens puissent retrouver le trésor. Et c'est complètement con. Mais bien sûr, mais sinon après il y a plus tous les films de chasse au trésor reposent, c'est le ressort de base en fait, tu avances d'énigme en énigme et d'indice en indice. Là ça me paraît juste trop gros en fait. Ah mais dans Benjamin Guette, c'est la ficelle, les ficelles sont vraiment tirées à l'extrême. Le meilleur exemple c'est quand ils vont trouver les lunettes binoculaires. Oui. Je trouve que là ça va trop loin. Qui peut assurer qu'un bâtiment qui a été construit il y a plus de 200 ans, déjà sera toujours debout dans 200 ans, que la cloche sera toujours là, que les vitres n'auront jamais été remplacées, que le clocher n'aura jamais été remplacé, et que l'ombre projetée à une certaine heure pour indiquer l'emplacement d'une brique avec le sceau des francs-maçons, où se cachent les lunettes à l'intérieur. Ouais, et puis tu vas pas me dire qu'il n'y a pas... Je veux dire, il y a eu des rénovations, et la brique, quelqu'un l'aurait vu, qu'il y avait une marque dessus, quelqu'un aurait essayé de creuser. En fait, moi c'est ça le truc, c'est que tu peux pas savoir. Et en plus, les mecs ils ont construit le métro. Oui, alors mais ça c'est ça, dans les grosses métropoles, parce qu'une partie, la fin du film se passe à New York, dans des grosses métropoles comme ça, c'est plus possible, je pense que c'est vraiment plus possible. On le voit déjà comment c'est galère à Paris pour rajouter des lignes, etc., avec les anciennes carrières, c'est un gruyère déjà. Et là, vu le trou qu'il y a, je sais que, en plus Manhattan c'est pas très grand, tu vois, et vu le trou qu'il y a... Attends, non, c'est sur le continent, c'est New York, l'État. Vu le trou et la profondeur du trou qui trouve derrière une tombe au sous-sol d'une église, il y a longtemps que ça aurait été trouvé. Et surtout que le métro passe. Parce que oui, ça fait trembler les parois à un moment donné. Donc, il y a des films qui, je trouve, s'en tirent mieux, même des films, des jeux vidéo qui s'en tirent mieux, où le dernier trésor va être dans une montagne perdue au fin fond du trou du cul du monde, où voilà. Et donc... Ok, là c'est pas encore découvert, je peux comprendre. Mais là, putain, c'est comme si au-dessus de l'Empire State Building, il y avait un petit miroir qui à 17h37 et 28 secondes tous les jours t'envoyait une lumière au même endroit. Surtout que c'est pas possible. Je veux dire, la Terre a une rotation. Pour avoir cet endroit-là, il faudrait que ce soit un jour particulier, une date particulière, une heure particulière. Ça fait beaucoup trop. Après... Voilà, la suspension de la crédulité, et c'est un film aussi qui se veut pour toute la famille, donc je pense que toutes ces considérations-là sont un peu en trop et que le film ne s'y attarde pas en fait, vu qu'il passe d'énigme en énigme assez vite. Je suis d'accord, mais après voilà, c'est ça. Est-ce que aussi... c'est parce que moi, tu vois, vraiment, je l'ai regardé avec un œil un peu plus analytique, mais sinon, ce film, là, du coup, dans la foulée, j'ai commencé à regarder le 2, parce que je me laisse emporter aussi, en même temps. Donc je suis un peu ambivalent sur ce genre de film. Il faut se laisser porter. Je pense que l'histoire quand même du métro et ça, là je me suis refait la remarque, c'est trop. Enfin, quand ils arrivent là où il y a le trésor donc des 10 Templiers, alors déjà c'est très très long à descendre. Hein. Et on voit pas le fond. Donc, oui, à un moment, un des hommes de main de Sean Bean tombe à un moment donné parce que les escaliers sont en bois. Et il tombe et il disparaît dans le noir du fond du trou. On ne sait pas jusqu'où voilà. ça va. Donc déjà, ça. Et quand on arrive tout en bas, Benjamin va allumer une torche géante qui va illuminer toute la galerie. Et elle est juste énorme. Oui, ça descend encore en plus. C'est encore en creux. Énorme, je veux dire, c'est... Enfin, vous imaginez la plus grande pièce avec plein de trésors ? Eh ben encore plus grand. C'est plein de pièces successives avec plein de trésors dedans. Et là, je me suis dit, non, c'est trop. Déjà, comment ils ont fait pour tout ramener en un seul voyage. et en fait, c'est là où c'est dommage. Mais sur le coup pour parler sur un truc comme ça, j'avais préféré la fin du Da Vinci Code, par exemple, sur l'histoire du Trésor des Templiers. Oh là là, je l'ai lu et je l'ai vu, mais je me souviens plus. Et ben en fait, le Da Vinci Code... Ah mais si, si, je me souviens de la fin. Spoiler alerte. Le dernier c'est le mérovingien, ça, du sang mérovingien. C'est du sang du Christ en fait. C'est la descendance du Christ qui a été ensuite... Enfin,
Quand tu fais tout l'arbre généalogique, il y a le Christ, sa descendance ce serait comme ça, oui, je crois que des Mérovingiens ou des Carolingiens, mais il y a une histoire des rois de France, et donc il y a du sang royal et tout, parce que Saint Graal, ça veut dire sang royal, machin. Et je trouvais ça, bon, tiré par les cheveux aussi, mais bien plus logique que là, que je vois l'immensité des trésors. Et en plus, à la fin, il restitue tout. Et ça, c'est beau. Oui, et ça, c'est cool. C'est ce qu'on disait au début. Son but n'est pas un but lucratif. Il veut que justice soit faite pour sa famille. Enfin, ça, c'est plus dans le 2 encore. Et surtout, il le dit lui-même, le patrimoine historique est énorme dans ce qu'il trouve comme trésor. Et lui, ce qu'il veut, il le dit, c'est que ce soit distribué à tous les musées du monde, puisque ça appartient, c'est un patrimoine mondial en fait, ça appartient vraiment à toutes les communautés et toutes les cultures. Du coup, il en aurait fait quoi, Sean Bean? Il l'aurait fait passer, il l'aurait revendu au marché noir, j'imagine, mais... Ah, mais c'est pareil, ce genre de truc, enfin, ça doit passer tu dois passer un certain temps quand même à tout écouler. Mais bon, après, là, on rentre dans d'autres trucs. Mais oui, je pense que Sean Bean aurait... Enfin, c'est là où l'ambivalence du personnage, parce qu'au début, il dit bien à Gates que s'il arrive à découvrir le truc, le nom de sa famille sera revalorisé. Oui, parce que c'est un petit peu leur famille, c'est un peu les excentriques de la communauté scientifique. Ça quoi. fait 6 générations qu'ils le cherchent, quoi. Donc, ils y sont quand même arrivés, hein. Waouh. Oui, ils y arrivent. Alors moi, un truc qui m'a fait rire, quand ils arrivent à l'église à la fin, et qu'ils descendent dans les catacombes de l'église pour trouver derrière une tombe un passage secret qui les emmène à 2 ascenseurs qui vont les faire tomber au fond d'un trou où il y aura une porte en métal, enfin une porte en pierre et une deuxième porte en pierre où il faudra insérer une pipe pour l'ouvrir. Ils trouvent une torche. Et premier réflexe, quelqu'un a du feu? Oui, bien sûr, ils allument la torche. La torche, c'est à durée illimitée. Ça fait 200 ans qu'elle est là, mais elle s'allume Ça, parfaitement. c'est vraiment les torches de jeux vidéo. C'est les torches de jeux vidéo que tu peux ranger dans ton inventaire et ressortir après, tu sais. Vraiment, et hop, elle se rallume toute seule, il n'y a aucun problème. Alors, encore une fois, c'est un gimmick de ce genre de film où il y a toujours une torche et tu allumes la torche et elle va brûler, brûler encore. Déjà, mais quel est donc le combustible qu'ils utilisent? Et pareil, quand ils arrivent dans la salle du trésor, il prend cette fameuse torche qui s'est toujours pas éteinte et il embrase en fait des colonnes qui suivent vraiment l'entièreté de la salle, et toutes les colonnes vont faire des colonnes de feu pour illuminer ça, entièrement c'est beau, la salle en fait, de trésor. ça c'est impactant et ça arrive comme tu dis. C'est un gimmick dans plein de films d'aventure, t'as ça, et c'est pour te montrer. C'est comme si tu découvrais en même temps qu'eux l'étendue de leur trouvaille. Oui, tout à fait. Et en fait, je me suis fait la réflexion, mais même très jeune, peut-être vers 10-12 ans, tu vois, sur des Indiana Jones, ce genre de film. Je me suis fait la réflexion, est-ce que c'est peut-être du pétrole qu'il y a là? Et du coup, le pétrole, je sais pas quelle est sa durée de vie, mais peut-être qu'il reste en permanence à moitié solide. Je sais que dans certains trop, films où c'est l'Égypte ancienne, je crois que c'est du pétrole ou de l'huile. Mais là, je pourrais pas te dire. Puis ça fait 200 ans. Mais bon, les francs-maçons, ils savent. Mais c'est quand même con que Sean Bean, il s'arrête juste avant, en fait. Hein. Oui, tout à fait. Oui. Benjamin Gate va volontairement mettre Sean Bean sur une fausse piste, puisqu'ils arrivent au sous-sol vraiment des catacombes. Et ils tombent évidemment sur une salle où il n'y a absolument rien en apparence. Et Sean Bean leur dit, bon bah nous on y va, on se casse, on vous laisse là. Et il pointe son arme sur le père de Benjamin Gate qui les accompagne. Et Benjamin Gate et son père va mettre Sean Bean et son équipe sur une fausse piste. Et Sean Bean a une réflexion marrante, enfin plutôt intelligente. Il dit, ouais, de toute façon, même si vous nous avez emmené sur une fausse piste ou qu'il y a un nouvel indice qu'on n'arrive pas à décrypter, on sait où vous êtes puisqu'il n'y a pas de sortie de secours dans cette catacombe. Ce qui était plutôt malin de la part de Sean Bean et ce qui est très bien joué de la part de la famille Gate, puisque en fait, il se doute bien, Benjamin Gate, il savait déjà qu'il y avait une sortie de secours. Et oui, parce que l'aération. Et puis il y a un escalier, c'est vraiment un escalier de secours en plus, oui, vraiment. Bon, sauf en que bois, tu vois ça au loin, mais ça te fait sortir à littéralement 1 mètre de l'entrée. Ça te fait sortir à une tombe d'écart de la tombe par laquelle tu rentres. Après, j'aime beaucoup, moi il y a un personnage dont on n'a pas parlé et que je trouve apporte vraiment le truc dans ce film, c'est le père de Benjamin Gate. Oui, mais c'est un personnage important parce que lui aussi, on comprend qu'il a dû chercher un peu le trésor, mais qu'il avait les pieds beaucoup plus sur terre que le reste de sa famille. Enfin, il a dit que pendant 20 ans, il a cherché le trésor, sauf qu'à un moment donné, il s'est rendu compte que c'était énigme, suivi d'une énigme, suivi d'une énigme, suivi d'une énigme, suivi d'une énigme. Vous pouvez répéter ça à l'infini. Et donc, il a lâché l'affaire. C'est ça, il s'est trouvé un boulot et il a un peu de ressentiment par rapport à son père et toute la famille Gate.
Et même Benjamin lui dira, quand il dira un truc du genre, bah je crois que c'est dans l'ADN des Gates De décevoir, de décevoir leur père. décevoir leur père. Mais ce personnage, ce que j'aime beaucoup, c'est que c'est le plus vieux, mais c'est à la fois celui qui a la plus grande âme d'enfant parce qu'il va. Tu sens qu'il a coupé un peu tout ça, mais qu'il lui a pas fallu grand chose pour replonger dedans. Ben, c'est ça, je pense que c'est vraiment dans les gènes. Et quand son fils arrive avec la déclaration d'indépendance volée, il débarque chez son père pour pouvoir faire des analyses, etc. dessus, les fameuses analyses avec du jus de citron. Son père au départ il dit quoi? C'est encore à propos du trésor. Enfin, il est pas du tout d'accord. Et après, il se rend compte que c'est la déclaration d'indépendance, la vraie. Et là, il fait qui est chez lui. Et qu'il avait dit mettez-la au four. Mettez ça au four pour qu'il y ait de l'air chaud et que ça fasse apparaître le code. C'est lui qui est dit attachez-moi sur le. Il le ligote avant de partir pour faire croire qu'il fait pas partie du coup. Mais ça m'étonnerait même pas que ce soit le père qui ait dit ligotez-moi. Oui, et puis ils l'ont ligoté classe, c'est-à-dire qu'ils l'ont scotché, mais la télécommande de la télé dans une main face à la télévision et un sorbet dans l'autre. Ça va, c'est son père quand même. Il va pas le... Et j'aime beaucoup sa remarque quand il ouvre, fait qu'ici t'as des problèmes. Ouais, elle est enceinte. C'est vraiment. Oui, parce qu'il arrive avec la conservatrice qui est partie avec Benjamin. Son gamin, c'est pas un adolescent, quoi. Hein. C'est un trentenaire bien tassé. Hein. Mais j'aime beaucoup parce qu'il va suivre vraiment à la fin. Enfin, c'est les Gates qui se prennent dans les bras quand ils découvrent le trésor, alors qu'ils auraient pu faire passer la romance avant. Et ça, j'ai bien aimé que ce soit les deux pères qui, comme quand il va le voir, il fait oui, il faut qu'on garde le statu quo parce que au moment où ils découvriront, ils nous buteront tous. Il y a ce truc-là, et moi j'aime bien ce personnage. En plus, j'aime beaucoup cet acteur. Je trouve vraiment qu'il a une gueule, surtout quand il est jeune avec son brushing là. Il est magnifique. C'est intéressant, le coup du statu quo, du coup, quand ils descendent dans les catacombes avec d'un côté Sean Bean et ses sbires, et de l'autre côté Benjamin Gates, sa romance, son père, le sidekick rigolo de Benjamin Gates, le père explique bien que tant qu'ils auront besoin de nous, mais qu'on aura indirectement besoin d'eux, il y a le statu quo, et du coup, personne ne sera tué. Et c'est un peu la voix de la raison à ce moment-là, son père. Ce qui est intéressant comme point de vue. Alors que le dernier personnage dont on n'a pas parlé, le sidekick rigolo, n'a aucun intérêt. Bah, c'est un petit prodige de l'informatique, hein, du coup. Il accompagne Benjamin Gates dans ses aventures. Il débite rien en histoire. Vraiment, il est largué dès que Benjamin et sa romance, donc Diane Kruger, sont en train de cogiter sur une énigme ou quoi. Lui, il est complètement largué. Mais ça en devient un personnage comique. C'est vraiment le comic relief du truc. Mais Benjamin Gates ferait pas grand-chose sans lui, finalement, pour tout ce qui va être le vol de la déclaration d'indépendance, etc. Il en devient creux. Ah, il n'y a rien. C'est Rien. dommage. Et dans le 2, c'est encore pire. Ouais, mais c'est dommage, parce que tu sens qu'il a une part importante. C'est vraiment un duo de chasseurs de trésors. Il l'emmène avec lui partout. L'autre, c'est un peu le peureux, comme on a souvent. Ça me rappelle un peu... comment ça s'appelait cette série, là Sydney Fox, l'aventurière. Ouais. T'avais Sydney Fox qui était voilà, et t'avais son sidekick rigolo Nigel qui était un peu le peureux du truc, et ça me fait vraiment penser à cette relation du bon, ils finissent pas ensemble à la fin dans Benjamin Gates, mais je trouve ça un peu dommage, il manque un peu de profondeur. Et puis dans le 2, comme tu dis, alors là non, c'est encore pire dans le 2. On retrouve le 2, c'est la même chose que le premier, hein, vraiment, on repart sur une nouvelle aventure de recherche du trésor, etc. De toute façon, c'est ce qu'on demande au film, mais avec encore plus de tout et plus de trop, 2 fois plus de trop. Hein. Ils vont pénétrer la Maison Blanche, ils vont pénétrer le bureau de la Reine d'Angleterre. Ça va très loin pour finir dans le Mont Rushmore qui en fait est complètement creux. Et voilà. C'est une invention des aliens. Mais non, tu te trompes, là, c'est pas le même film. Ah merde, pardon. On n'a pas parlé du dernier personnage, parce qu'on a beaucoup éclaté le film en parlant des personnages aussi, mais c'est la conservatrice, du coup, Diane Kruger, qui est une comédienne que j'aime bien. Moi aussi. Qui est intéressante, c'est intéressant, c'est un peu ce que je disais au début, elle est un peu aussi la voix de la raison, même si elle va se laisser engrainer par Benjamin très très rapidement. Au début, c'est la voix de la raison. Quand ils viennent la consulter pour expliquer que quelqu'un va tenter de voler la déclaration d'indépendance, elle se fiche de leur trogne au final, quand ils commencent à expliquer qu'au dos de l'indépendance il y a un code mais que ce code est invisible. Elle leur fait une réflexion genre oui mais du coup c'est qui l'a écrit, c'est le Père Noël, c'est ça? Mais elle va se laisser embarquer en voulant protéger la déclaration d'indépendance. Finalement, elle se fait embarquer par Benjamin. Et c'est parti. Mais ce qui est dommage avec ce personnage, parce que moi j'adore Diane Kruger, en plus je la trouve vraiment très très bonne actrice. Mais
son personnage n'a aucun intérêt non plus dans l'histoire. C'est ultra dommage parce qu'elle a des connaissances Enfin, elle a l'air d'être très très calée en histoire. Surtout l'histoire américaine. Donc bon, après... voilà, l'histoire américaine c'est 50 ans et puis on passe à autre chose, quoi. Tout se passe il y a 200 ans. Avant, ça n'existait pas. Mais je trouve ça ultra dommage qu'elle soit pas mis plus en avant. Tu sais qu'il n'y a pas des fois, tu sais, des fois il y a un ping. Tu parles dans ce genre de film un ping-pong de connaissances entre deux personnes qui vont se mais ça, et l'autre il va rebondir ouais nanana, et il va y avoir une surenchère où à la fin ils vont trouver l'illumination. Et ben t'as pas ça ici. C'est vraiment l'ego trip Benjamin Gates parce que c'est le nom du film, parce que c'est le héros, parce que plein de choses, mais vraiment c'est deux personnages qui l'accompagnent. Enfin, l'autre va utiliser des trucs pour les caméras une fois. Des trucs pour les caméras? Si, quand ils sont pour voler la déclaration, t'as l'autre qui va faire un truc sur son ordinateur pour avoir accès aux caméras et parler. Ah oui, il va pirater les caméras du musée. Et mis à part ça, tu ne vois aucune de ses compétences. Non, pas dans celui-ci. Dans le 2, si, un peu plus, mais dans celui-ci, ça va principalement se limiter à Diane ça. Kruger va faire le truc de l'encre avec du citron et un sèche-cheveux. Tu vas ne voir aucune autre de ses compétences. C'est vrai, à part ses connaissances historiques. En fait, c'est un peu l'alter ego de Benjamin Gates, mais du coup, ça la rend un peu désuète dans ce parce film, que t'as l'impression que Benjamin Gates peut le faire tout seul. Et quand il y a le père qui arrive, et ben même le père, en fait, c'est pas très grave. Enfin, Benjamin Gates aurait pu s'en sortir tout seul. Oui, à part pour voler à la déclaration d'indépendance, et encore, je pense qu'il pouvait trouver un autre chemin, une autre façon de faire. Mais sinon, à part ça, il résout tous les problèmes tout seul. Et je trouve ça un peu dommage. Parce que moi, je l'aime bien ce trio. En plus, ils ont tous des têtes sympathiques. Oui. En fait, il arrive facilement à emmener les autres dans son délire, ce personnage-là, Benjamin Gates. Il arrive à emmener les autres dans son délire. Il y a des interactions avec Diane Kruger ou avec Justin... Comment il s'appelle? Justin Bartha, le sidekick rigolo. Mais ça reste que des interactions. Des interactions qui sont très légères, finalement. Leurs compétences ne sont pas mises en avant, puisque tout est mis tout est misé sur Benjamin seul, quoi. Et c'est un peu dommage, je trouve. C'est sous-exploité, peut-être, les personnages secondaires. Après, c'est compliqué dans un film de 2 heures aussi de réussir à caler plein de trucs. Mais je trouve ça dommage. Même si le film se laisse regarder sans aucun problème. Hein. C'est une appréciation personnelle après. Donc, Alors, le titre québécois, c'est Trésor National. Ah, pourtant, il est en anglais National Treasure. Ah, ça doit être Benjamin Gates, National Treasure. Trésor national. Putain, les mecs, l'ego des Américains quand même. Oh là là. T'as pour eux... Non mais le 2 est encore pire, tout se passe au Mont Rochemort. Il n'y a pas plus égocentré que ça. Pour une fois que, tu sais, d'habitude on a tendance à taper sur les trades françaises parce que des fois on est complètement à milieu de ce que voulait dire le film. Ah, complètement. Mais Benjamin Gates est Trésor des Templiers, putain, oui, c'est ça le vrai titre. On ne parle que du Trésor des Templiers et en plus il est nommé comme tel, le Trésor national. C'est peut-être la déclaration d'indépendance, hein. C'est vrai que c'est un trésor national pour mais c'est pas ça qu'ils cherchent parce que tu l'as très vite. Bah, c'est quand même un des enjeux, hein, finalement. La déclaration d'indépendance, elle va aller suivre un long moment du film. Je pensais qu'au départ, ça allait être une péripétie, qu'après ils allaient la rendre, la poster, en faire un truc. Mais non, il y a plusieurs choses à découvrir sur cette déclaration. La protéger, mais bon, faut se calmer quoi. Petit bout de papier. Ouais, grave, putain. Mettez là au four. En plus, ça coûte $35 là. C'est vrai, une copie coûte $35. Putain, ça fait cher. C'est pas moi qui fixe les prix, monsieur. Eh bien, filons en conclusion, si tu veux bien. Mon petit doudou d'amour, conclusion, s'il te plaît. Conclusion. Alors, j'ai l'impression de l'avoir un peu défoncé. C'est et je suis presque un peu triste. Parce que c'est vraiment un film que j'aime beaucoup, que j'ai apprécié revoir, que j'avais apprécié la première fois que j'avais vu, que j'ai réapprécié en le revoyant, même si à chaque fois, tu sais, t'as le trigger warning qui dit c'est gros quand même, it's too big. Mais non, j'ai kiffé. That's what she said. C'est vraiment un super film. En plus, bon après, je veux pas dire que les acteurs jouent bien parce qu'il n'y a pas besoin de jouer beaucoup de choses. Mais on se laisse transporter. Nicolas Cage incarne le personnage
à la perfection, et puis t'as l'impression qu'il joue sa vie dessus, donc c'est vraiment moi ce que j'aime avec Nicolas Cage. Mais tous, John Voight, Harvey Keitel, Sean Bean, Diane Krieger et l'autre que je me souviens jamais de son prénom, le sidekick rigolo. Mais vraiment tout se passe bien, et puis c'est un film à voir en famille. Il y a très peu de violence, il y a des coups de feu, mais voilà, il y a un mec qui tombe et qui meurt, mais c'est suggéré, on le voit pas. Il n'y a pas de sang. C'est vraiment un film tout public, et on se laisse transporter, même si des fois on se dit waouh. Donc moi je le conseille. Si vous l'avez jamais vu, si vous avez envie de passer 2 heures sur un bon divertissement, allez-y. Si vous le regardez avec vos enfants, allez-y. Si vous le regardez avec vos parents, allez-y. Donc let's go. Et toi Olive, ta conclusion? T'as à peu près tout dit. Alors oui, j'ai l'impression qu'on l'a un peu dézingué pendant 40 minutes, ce qui me rend aussi un petit peu chafouin parce que j'aime beaucoup ce film. Mais je pense vraiment que le fait de l'avoir regardé avec un esprit plus critique et pas juste dire tiens, je le lance, c'est un bon divertissement, je le connais par cœur et je vais faire autre chose à côté, tu vois. Ça a joué sur le côté où j'ai vu des choses, les ficelles sont vraiment très très grosses et très énormes. Mais à côté de ça, comme a dit Kev, Nicolas Cage est habité vraiment et habité pardon, par le personnage de Benjamin Gates, ça fonctionne super bien. Et surtout, c'est ultra familial. Un enfant de 10 ans peut regarder le film sans problème et comprendre en plus les enjeux du film. Il n'y a vraiment pas de scène de violence. Il y a 2-3 fois des armes qui sortent et des coups de feu qui sont tirés, mais c'est des coups de feu qui ne servent à rien, hein. Ça se termine dans des murs ou dans une vitre indestructible. Donc de ce côté-là, vraiment, si vous ne l'avez pas vu et que vous posiez la question, vous pouvez foncer avec vos enfants sans aucun problème. Donc pour moi, c'est un grand oui, c'est juste un grand oui, c'est un excellent divertissement. Le 2 reprend une trame, c'est vraiment un copier-coller, là, juste le trésor a changé. Et le 2, vous pouvez y aller aussi, ce sera du même acabit, vous ne serez pas dépaysé. Si vous avez aimé le premier, je pense que vous aimerez le deuxième sans trop de soucis. Sans trop de soucis. Oui, j'avais envie de le dire en chantant. Tu as raison. Parce qu'une fois n'est pas coutume quand même. Je l'avais pas dit. D'habitude c'est ma phrase. Donc, mais je l'avais pas dit, et je sais que les millions de personnes qui nous écoutent vont être tristes si je ne le dis Au pas. moins. Oui, au moins. Une fois n'est pas coutume, je vais annoncer le film de la semaine prochaine. Et on va faire très simple. La semaine prochaine, ce sera Pirates des Caraïbes et les secrets du Black Pearl, le premier épisode de Pirates des Caraïbes. Ah, Pirates des Caraïbes, oui, depuis le temps que tu m'en parlais en plus, ouais. donc c'est l'occasion. Ouais, c'est un moment que j'avais envie de le faire, parce que c'est des films que j'aime bien à la base. Alors je les ai pas vus depuis un petit moment. Est-ce qu'ils sont datés? Est-ce que je vais toujours les aimer? Stay tuned, comme disent les vieux. Hein, du coup, restez connectés. Hashtag boomer. Dira. Hashtag boomer. Si vous voulez voir des boomers qui font les cons, abonnez-vous à la chaîne KVO, KEV, espace ET, espace O. Voilà. On aime bien. Et là, on va faire un gros tournage avec beaucoup trop de pages de dialogue. Donc, ça va nous faire bizarre de tout apprendre. C'est vrai. Oui, là, il y a du texte. Alors, ce serait bien que tu l'aies appris parce qu'on tourne dans. Enfin, là, on enregistre le vendredi, on est le 17 mars. L'épisode sort le lundi 20. Et la série, on l'enregistre premier jour de tournage, c'est dimanche. Hein, donc, en termes de texte, impro, blague. Impro, blague. Large, on est large. Eh bien, c'était notre avis sur Benjamin Guette et le secret des Templiers, ou Trésor National pour son titre original. Trésor National dans le titre de l'oncle Sam. C'est tout pour nous. Passez une bonne semaine, soirée, nuit, journée. Bon courage si vous allez travailler. Ouais. Et on se retrouve la semaine prochaine pour Pirates des Caraïbes. Bisous. Ciao, bisous.